visiting professor. Et je n'ai pas regretté ça, général, je vais être un peu disert aujourd'hui, parce que je me souviendrai toujours de ce jour où je me préparais à revenir. Et j'étais dans 2 collèges, c'est-à-dire des universités du premier cycle, et c'était en milieu Spartanburg. Si vous dites Spartanburg, you're talking about South Carolina. Et j'ai eu ces étudiants africains-américains qui sont venus dans mon bureau pour parler d'ailleurs de la possibilité que je reste dans leur collège. Ils n'étaient pas les premiers, ils n'étaient pas les derniers, mais je crois que le Mbahalou Saloum m'a toujours poussé à revenir. Et ils m'ont dit, professeur Sen, tout ce que vous nous avez dit en classe, pourquoi on ne nous l'a jamais dit? Je leur demande quoi? Ils me disent, toutes les vérités que vous nous avez sorties sur l'Afrique, pourquoi on ne nous a jamais parlé de ça? Bon, je dis donc là, c'est ma vocation. Il faudrait que tu aies un certain discours. Pas coloré de manière inappropriée, mais le vrai discours que je connais sur l'Afrique à travers mes lectures, lesquelles lectures me plongent dans ma propre enfance. Les poèmes de Senghor, je les lis, et quand je les lis, je me trouve entre la mangrove, les bolongs et tout ça. Malheureusement, dans ce pays et partout, quand Senghor parle, on voit les références européennes, mais les références africaines qui nous envoient à Joal, à Djilor, dans toute cette partie du Sénégal qu'on appelle la petite Casamance, Little Casamance à Toubacouta, personne n'est au courant, et même les grandes sommités de Senghor sont incapables, d'expliquer cette polyphonie et cette polysémie de Senghor. Ce qu'on voit en premier, c'est les références gréco-latines. Mais les références de chez nous, les gens ne comprennent pas parce qu'ils ont beau être sénégalais, ils n'ont pas vécu ça. On nous appelle les hommes de la danse, dont les pieds reprennent vigueur en tapant le sol dur. On a tous la même lecture. Oui, le personnage gréco-latin de Ante, qui est fils de Gaïa la terre et de Poséidon la mer. Il était comme Samson, absolument puissant, mais dès que vous le soulevez, il n'a plus les pieds sur la terre, il devient impuissant, incapable de quoi que ce soit. Mais il n'y a pas qu'Ante. C'est une première lecture. Si vous allez dans les villages là, en particulier Sérère, et qu'on fasse le lambe, la lutte le soir, les champions dansent comme Yekini ou Amasen. Je n'ai pas parlé de ces danses-là, mais comme Amasen ou Yekini, ils dansent quand ils ont fini. Un des pieds, ils tapent sur le sol dur, ils pointent leur village. Je suis le champion de Ndofane. Mais vous tapez la terre, vous avez le lien avec votre village, vous vous dites que je suis le champion de mon village, personne ne me terrassera. Ça, c'est une référence. Senghor l'a vécu. Mais les critiques de Senghor sont incapables de faire cette seconde lecture extrêmement puissante et qui fait l'africanité de ce qu'il écrit. Évidemment, quand on n'a pas ça, on dit oui, mais il écrit pour la France. C'est faux, archi faux et triplement faux. Tous ceux qui sont spécialistes de Senghor, qu'à l'université ou ailleurs, qui sont incapables de trouver cette double lecture, font fausse route, et je le dis. Et donc moi, dispenser ce message-là et en parler, c'était extrêmement important pour moi. Donc je vous dois ce prix-là. Merci beaucoup. Voilà. Ceci étant, Sarah est dans un domaine qu'elle aime. Moi, je ne sais pas. Elle a été mon étudiante ici, j'ai été le directeur du programme, j'ai été aussi son instructeur. Je n'ai jamais compris qu'elle s'intéressait à cette période, à cette dimension de l'histoire commune à l'Europe et à l'Afrique. Jusqu'à ce qu'elle me revienne, cette fois-ci, non pas en tant qu'étudiante, mais en tant que chercheuse. Les deux sont de la famille
du WARC. Vraiment, chaque fois qu'elles viennent ici se ressourcer. Je suis très heureux et très fier de ça. Donc, Sarah, bravo pour ces publications de haute facture. Et je suis content que ce soit Émilie Bourril qui va être la modératrice. Et donc, sans trop perdre de temps, je vais donner la parole à Émilie, qui va certainement introduire Sarah. Et la discussion sera organisée par Émilie. Sarah aura à nous expliquer Militarizing Marriage, West African Soldiers, Conjugal Traditions in Modern French Empire. Donc, Sarah, ñu tàccuwaat pour yow. Émilie, jërëjëfati. Voilà, ok. Donc, moi, je disparais. Okay. Ça va? Voilà, d'accord. Voilà. Merci à Monsieur Professeur Ousmane Sène, notre guide, notre père intellectuel, notre... Bon, beaucoup de choses. Je ne sais même pas comment expliquer toutes les façons dont vous avez donné l'assistance, nous les Américains qui sont venus ici comme les étudiantes. Très jeune, très jeune. Oui, bienvenue. Et maintenant, nous sommes très fiers d'être vos collègues aussi. Et c'est comme c'est comme un cadeau. I will speak in French and in English today in moderating, hoping that poses no problems. Je peux faire la traduction en français s'il y a des problèmes avec la compréhension, mais j'ai préparé des remarques en anglais. Je vais présenter les gens en français aussi. Donc comme ça, je vais commencer un peu avec les remerciements en français et puis je vais faire les introductions et c'est moi qui va commencer avec... voilà, d'accord, ok. Donc je voudrais aussi remercier les collègues, pas seulement ici à WARC, mais les collègues surtout à l'UQAD. Il y en a entre nous ici aujourd'hui, surtout les historiens, parce que ce sont les historiens de l'UQAD et le Dakar School, comme on dit, Sarah et moi, comme nous sommes les historiens américains, le travail, les recherches qu'on fait ici, ça sera bon, c'est pas possible. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est possible à cause de la générosité, l'intellectualité et le monde intellectuel ici à Dakar. Et pour ça, nous sommes très fiers d'être entre vous tous. Donc, bon. Pardon. Ok. Et maintenant, les introductions. Donc, je vais m'introduire en anglais parce que c'est déjà écrit. Moi, je m'appelle Emily Burrell. I'm Emily Burrell. I am a scholar of the 20th century, West African history, and the history of gender and sexuality in the French Empire. My scholarship and teaching explore historical questions of gender and belonging in colonial and post-colonial communities, law and society, rights formation, and feminist theory.
I am an associate professor in the Department of History and a member of the Karsh Institute of Democracy at the University of Virginia. I hold a PhD in history from Stanford University. Donc comme ça, je suis la cousine de Sarah Zimmerman. I will explain that later. I hold a PhD from Stanford, a master's degree in history from the University of Vermont, and a bachelor's degree in anthropology and French from Mount Holyoke College. I've written a series of books. The book that is closely linked to Sarah's work is a book entitled States of Marriage, Gender, Justice, and Rights in Colonial Mali. This book was published in 2015, and I will make some connections between this book and Sarah's book shortly. And now I will introduce our colleague Amadou Ba, who is with us on Zoom. Amadou Ba, maybe we can see him. Il est là? Oui, il est là, il est là. Il est là, d'accord. Amadou Ba is a historian, a researcher, and a writer. He holds a doctorate in history, a master's degree in political science, and a baccalaureate in teaching. Currently, Professor Ba teaches African history at Nipissing University in North Bay, Ontario. He also teaches in the School of Educational Sciences and at the Department of Political Science at Laurentian University in Ontario. He is the author of 4 books, including Africa of the Great Empires, 7th to the 17th century, 1,000 Years of Economic Prosperity, Political Unity, Social Cohesion, and Cultural Influence, The Forgotten History of the Contributions of Black Slaves and Soldiers to the Building of Canada from 1604 to 1945, The West African Soldiers in the Conquest and Colonization of Madagascar, 1895 to 1960. He is also an engaged speaker who shares his research on Black history in Canada and North America and conducts research on the history of pre-colonial, colonial, and post-independence Africa. Soyez bienvenus sur le Zoom, Amadou Ba. Patrick Dramé. Patrick Dramé, il est là. Voilà, bonjour. Il est professeur titulaire en histoire de l'Afrique au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke au Canada, à Québec. Ses champs de recherche portent sur l'histoire de la colonisation française en AOF et en AEF et sur la décolonisation et la construction des États-nations en Afrique de l'Ouest. Sa première monographie, publiée en 2007, est intitulée « L'impérialisme colonial français en Afrique, enjeux et impact de la défense de l'Afrique occidentale, l'occidentale française 1919-1940 ». Cet ouvrage aborde en particulier le rôle clé joué par la dynamique du maintien de l'ordre de la part de l'autorité coloniale afin d'asseoir sa domination en territoire conquis. Il a co-dirigé en 2009 avec Jean Lamarre le livre 1968 de Société en crise, une perspective globale, publié aux presses de l'Université Laval au Canada. Il a aussi co-dirigé en 2040 avec Maurice Demer le livre Le tiers-monde postcolonial, espoir et désenchantement. Il a écrit plusieurs articles et il a fait aussi il a écrit sa dernière monographie publiée aux presses de l'Université de Sherbrooke en 2017, s'intitule L'Afrique postcoloniale en quête d'intégration, s'unir pour poursuivre et renaître. Ce livre traite de l'histoire de la construction du panafricanisme et de l'unité africaine aux États-Unis, mais aussi et surtout en Afrique durant la deuxième moitié du XXe siècle. Et finalement, Dr. Sarah Zimmerman. Je vais le faire. Elle est là.
en français. Sarah Zimmerman, elle est dans la faculté d'histoire à l'université Western Washington aux États-Unis. Elle est la présidente de la Société d'histoire coloniale française. Ses recherches abordent les expériences des femmes et la question du genre en Afrique de l'Ouest, dans l'Empire français et dans le monde atlantique. Son premier livre, Militarizing Marriage, West African Soldiers, Conjugal Traditions in Modern French Empire, étudie les ménages des tirailleurs sénégalais afin d'historiciser la militarisation, le mariage et le colonialisme. Ses recherches actuelles s'occupent de la production genrée de l'histoire et de la mémoire sur l'île de Gorée, un site de patrimoine mondial de l'UNESCO au Sénégal. Elle a publié les articles dans The International Journal of African Historical Studies, en anglais, et Les Temps modernes. Donc, ça c'est nous, le panel. Et c'est moi qui va commencer avec les remarques. Je vais donner les remarques en anglais, mais je peux les introduire par disant que je vais poser 4 petites interventions. Bon, mais nous sommes tous... Bon, comme vous êtes ma petite sœur, je peux le faire, donc ça va. So I will give them in English because I think it might be easier to understand them in English than for me to give them in French. Et on peut se débrouiller en français pendant la discussion. So one thing I want to say about this book is that there are many books written about the tirailleurs sénégalais. There are many reasons for this. One is that the tirailleurs sénégalais were extremely important to the colonial effort. They were expansive, they were vast. The tirailleurs came into existence in 1857 under the direction of Louis Faidherbe, and they were dissolved in 1960s-ish, depending on what we think of. They're central to the imperial project, and as a result, there are many, there's a very rich paper source, an archival source base, as well as many, many rich oral histories by the many, many men who fought for the tirailleurs sénégalais over, more than 100 years. Is there more to say about the tirailleurs sénégalais? With militarizing marriage, we see that there's a lot more to say about the tirailleurs sénégalais that we had not yet understood. Namely, that the tirailleurs sénégalais were men with lives, lives that included households, conjugal traditions, desires, hopes, and dreams. And by looking at a very diverse array of sources in multiple countries, one of the things I am so impressed by with this book is the diversity of sources that Sarah uses, both here in Senegal, in France, et même d'ailleurs. And we can speak to that. I know my colleagues will also have more to say about that. And what Sarah has done is given us a fulsome picture of the gendered lives that soldiers lived, but also, importantly, the gendered lives that the women lived who accompanied them and reproduced the tirailleurs sénégalais in a way that up until this point has not been written or understood. The other thing that Sarah does, which we have not seen a fulsome picture of yet, before the immersion of this book, before the existence of this book, was the vastness of the tirailleurs sénégalais. This is a book that is not only about France and West Africa. This is a book about Indochina. This is a book about Lebanon and Syria. This is a book about North Africa. This is a book about the global South. And she does not prioritize the hexagon of France in the writing of this history. It's truly a transnational history of the global South, and the scale is breathtaking.
So given these differences, there are a few things that we see in this book. And I'll just point out a few of them to generate discussion today. Again, this goes back to my first comment, which is that the tirailleurs were men with lives beyond the battlefield. Their households, intimate relations, and conjugal bonds were central to the functioning of the French colonial military, the colonial state, and the broader empire. Full stop. That in and of itself is a pretty revolutionary argument to make. Because what she's arguing in the book is that military marriages of the tirailleurs Senegalais made the military. That without this, the tirailleurs Senegalais would not have persisted likely as long as they did. So in this sense, we can understand that marriages were at the heart of really what made empire possible in the first place. These relationships were central to the functioning of the French colonial state, but they were also central to who these tirailleurs were as men, how they made their way through the world and understood the worlds that they inhabited. And this is a very rich element to the history that we hadn't really had up until this point. It's due in part because of the oral histories that Sarah was able to rely on, many of which are housed at l'École Normale Supérieure here in Dakar. You made excellent use of the sources that are here in Dakar that capture the lives and experiences of tirailleurs who have long since left the earth. But you also were able to uncover extraordinary stories in judicial archives and military archives in France that revealed private lives in a way that we hadn't quite had a glimpse of in understanding the history of the tirailleurs Senegalais. The second point I want to make is that militarizing marriage traces the evolution of women's relationships with the tirailleurs Senegalais in order to demonstrate that sexuality, gender, and women were fundamental to the violent and systematic colonial expansion and everyday operation of colonial rule in West Africa. This is an argument that's central to Zimmerman's thesis in the book. Getting to the heart of this is only possible when we enter the archives of the colonial state, prepared to deconstruct and look behind the curtain, so to speak, of the words that are used in documents. Two of these words that Zimmerman unpacks and deconstructs in the book are femme and civil. Femme, as many gender scholars have noted, including Zimmerman, holds at least a double meaning of wife and woman. We see this immediately in the first chapter of the book, where Zimmerman argues that the recruitment of tirailleurs Senegalais contravened a major goal of colonialism, which was the formal emancipation of slaves. As she shows us through the evidence, the French colonial military officials maintained an ambivalent stance towards how tirailleurs Senegalais would acquire wives and conjugal partners, because they understood early on that ensuring access to domestic labor and women's sexuality was central to maintaining a cohesive army. By the late 19th century, the colonial administration had begun to fund the relocation of women and their households to places as distant as Madagascar and the Congo. The reason this is important is because one of the things that's so challenging in working through the archives, and I've done this as well, and I know that the other panelists have, many of us in the room have, it's difficult to get at how we might interpret the changing meaning of the word femme, meaning wife or woman, over time in the archives as they describe the women who are accompanying the men. Are they femmes de ménage? Are they wives? Are they concubines? Sometimes we see the word concubine, but not always. One of the things that Zimmerman does is she complicates our understanding of the word femme, and she presses us to look at the ways that the colonial state was always grappling with categories of women. It was never really resolved, even by the end
of the tirailleurs sénégalais. The other is the category of civilian or civil. Women who were the wives of soldiers were often described as civilians, but what does it mean to be a civilian when you are truly an auxiliary to the functioning of the colonial military, in fact, reproducing the conditions that make the military possible in the first place? So these are some of the things that Zimmerman presses us to consider in what we might consider to be this new wave of new militarism in the writing of African history. The other thing I want to signal is how this book sheds new light on how we understand the role of marriage as a political force of statecraft. This is something that I write about elsewhere, but I want to talk about Zimmerman's intervention. Zimmerman shows us that the French colonial army made overtures to codify marriage practices before the civilian colonial state made marital customs its prerogative later in the 20th century, particularly starting in the 1930s. In doing this, they looked to French code rather than the formation of a marriage code specific to French West Africa, which is what we see with the Mandel Decree of 1939 and the Jacquinot Decree of 1951. One of the byproducts of this reliance on the French code was a somewhat paradoxical emphasis on monogamy, Zimmerman tells us. The paradox of this, and the fact that we see marriage becoming an important cornerstone for the upholding and functioning of the tirailleurs sénégalais, is that the tirailleurs sénégalais administration also emphasized the importance of, or even the necessity of, mariage à la mode du pays, which at least pretends to emphasize custom. So one of the things I want to ask Sarah to do for us in her discussion is to talk a little bit about these paradoxes of a reliance on French marital forms while also emphasizing and relying on flexible interpretations of mariage à la mode du pays. This is something that is a curiosity. It makes sense in a lot of ways, but it seems that there's a lot more that we can say about this. In fact, for much of the colonial period, the French military operated outside international French and colonial laws governing marriage and aimed at improving the conditions that aimed at, allegedly at least, improving the conditions of women's lives. So, for example, the Anti-Slavery Acts of 1848, 1905, the 1926 Slavery Convention, and then the Mandel and Jacquinot decrees that I've just discussed. These legal acts and footholds meant very little in the tirailleurs sénégalais, which again is a profound paradox, given the role that the tirailleurs played in maintaining and expanding the state. Zimmerman argues that military officials lacked the political will to enforce international and colonial statutes, and that the ad hoc application of pluralistic traditions emphasized instead something that we see throughout the world in different configurations. The military is an institution that exists on, at least in this sense, the colonial military is an institution that exists on a shoestring budget of resources at the expense of women's unpaid work and unrecognized subjugation. This seems to be the subtext of how we might make sense of the paradoxes of marriage and the militarization of marriages. Lastly, what I'll say is that the book does an excellent job of showing what different scales of analysis can do for our understanding of the past, particularly the workings of empire. We see in the book a study of empire, but the lens, again, as I said at the beginning, is focused on what we call today South-South relations and dynamics, rather than privileging the hexagon of France as a starting point.
One of the remarkable things about this book is that it's a vast transnational history of empire, but Zimmerman never loses her gaze and her attention and focus on the individual lives of people. And it is in this emphasis on the individual lives of people that we are able to see glimpses of microhistories within the expansive transnational, transimperial relocation, quite literally, that transformed women into wives and auxiliaries of the military as they traveled through time and space. In considering the massive scale of the study and the space that the Tirailleurs Sénégalais occupied, we see how time itself stretched and contracted for the people at the heart of the study. There's so much waiting in this book. This is one of the things that stands out to me in the individual narratives, the emphasis on waiting. And the waiting, waiting for pensions, waiting for news from home, or waiting, if you're in West Africa, waiting for news from the front, biding time, is a personal and individualized sort of rendering of the massive expansiveness of the imperial project as it was rendered through the colonial military. I think this is one of the most striking things that comes out for me in this book, and it personalizes the story that we get about this transnational history of the military project that was the Tirailleurs Sénégalais. And then one last thing I'll say. I said I was done, but I'm not. This book sheds new light and invites further research on the Senegalo-Vietnamese community in new and exciting ways. We see this especially through figures such as Astouba or Vutichat. But I can't think of another recently written history book that tells the story of social change in West Africa that really captures personalized stories of the Senegalo-Vietnamese community in a similar way. And I hope that this bodes well, or sort of sheds light on where Zimmerman might be moving in her future research. And with that, I will hand things over to Amadou Ba. So Amadou Ba. Oui. Bonjour. Donc, je commencerai par adresser mes salutations à tous les membres présents, aujourd'hui, Sarah, mon collègue de l'Université de Dakar, les participants et toute l'assistance. Donc, c'est un plaisir pour moi de faire partie de cette discussion qui parle d'un sujet qui me tient à cœur. Un sujet qui, depuis des années, j'ai eu la chance, moi aussi, de travailler, même si ce n'est pas forcément sur l'instant de structure sénégalaise, mais la question du recrutement des soldats africains de façon globale, notamment sur la destination vers l'Océanie à travers Madagascar. En fait, j'ai eu la chance de connaître Sarah quand ça devait être dans les années 2010. Donc, à l'époque, j'étais en train de faire des recherches, de réviser ma thèse, sur le lycée ouest-africain, donc j'appelais entre guillemets les Sénégalais, en contexte de la colonisation de Madagascar, à partir des années 1895, mais qui couvrait pratiquement toute la période. C'est-à-dire jusqu'en 1950. Parce que c'était vraiment un recrutement, mais aussi un maintien de ces gens-là, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Et c'est un jour donc comme directrice de thèse, donc Mme Radona, originaire de Madagascar, mais qui était professeure à l'université de Paris-7, donc de l'Université de l'Europe, là où j'ai fait des études. Donc il m'a
moi, c'est une très grande satisfaction de voir un travail aussi important, c'est l'histoire du recrutement militaire, l'histoire du Sirail sénégalais, mais surtout une phase très très profonde, celle qui concerne les migrations féminines, celle qui concerne donc les femmes de soldats, qui sont allés avec les soldats très très loin. Elles aussi ne sont jamais retrouvées pour la plupart d'entre elles. L'exemple que je connais le mieux, comme je dis, c'est l'exemple de Madagascar, mais après avoir lu les travaux de Sarah, ça ne fait que confirmer ce que je vois sur le terrain mental. C'est qu'elle parle du Congo, de l'ancien Indochine, du Maroc, sont vraiment des choses que j'ai observées, que j'ai vues, que j'ai documentées également à travers les travaux, donc sur les femmes de l'Israël sénégalais. Alors, Sarah nous a fait un travail qui vient à l'heure. Donc, si quand même, on devrait encore voir d'autres travaux sur ces migrations féminines, dans toutes les formes de colonisation, pour comprendre la présence des femmes et le rôle des femmes dans le projet colonial et comment la femme a pu être utilisée pour faire fonctionner le mécanisme, pour faire fonctionner l'expansion coloniale. Donc, dès la table de son propos, donc, Sarah nous précise bien que son travail quand même a pris du temps, parce que ce n'est pas évident de travailler sur son vaste espace géographique comme ça, une série, ou même plus, parce qu'elle parle beaucoup de l'Ouest, déjà depuis le pays aujourd'hui. Elle parle donc du Congo, l'actuel Congo-Brazzaville, mais en réalité, ce n'est pas seulement le Congo-Brazzaville. Elle parle de l'Ubanissaï, l'actuel Tchad, elle parle également, on peut dire, de cette région-là, du Madagascar, du Maroc, de l'Indochine, donc qui est composé de 3 pays, le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Tout cela donc fait en sorte que c'est un travail immense, et que ce n'est pas évident de ressortir tout ce que la ressource de ce pays-là. Donc ça a certifié des ressources nombreuses et multiples. En lisant son livre, on voit les archives déjà, les archives de l'époque coloniale, qui sont à Dakar, mais aussi ailleurs, Sarah les utilise et les présente. Elle nous donne aussi des informations à travers les journaux de l'époque. Les journaux donc, où on pouvait voir un certain nombre d'informations sur les recrutements, sur la question des porteurs, sur les contextes, d'images, mais aussi toute la propagande qui consistait à faire en sorte que les gens s'engagent dans les années, mais aussi que les femmes et les publics acceptent cela. Et nous faisons également des livres sur la question du recrutement, mais aussi l'histoire de la colonisation de Congo-Brazzaville, de l'Ouest, des migrations féminines, mais également elle peut faciliter, par exemple, des mouvements de paix, des mouvements de crise. Cela s'ajoute des enquêtes de terrain, énormément de choses donc qui ont fait en sorte que donc aujourd'hui nous avons ce magnifique livre que nous faisons présent. Donc dès les premières phases de son travail, Sarah explique bien que les femmes étaient utilisées comme un outil de force. C'est une question qu'on a très politique. C'est vrai que moi, dans mes travaux, j'ai beaucoup focalisé sur le recrutement des Sierra sénégalais. J'essaie de comprendre c'est quoi le système, comment on a réussi à les mobiliser, à les entretenir, comment ça se faisait que les Sierra sénégalais ont participé à la conquête des colonies en Afrique de l'Ouest, du Sénégal, remonte à l'Est au Sénégal, le peuple nigérien, ont combattu Ahmadou Fall, ont combattu Mamadou Lamine Dramé, ont combattu Samori, ont combattu les grands résistants, les grands rois africains. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel genre d'éducation, quel genre de discours, quel genre de privilèges répond à ces soldats-là pour mener ce travail. Donc moi, j'ai beaucoup focalisé sur ça, essayer de comprendre les raisons. Mais au plus de mes recherches, je rencontre toujours, je voyais toujours la présence des femmes. Elles peuvent être des porteuses, elles peuvent être des femmes qui ont été prises au niveau des conquêtes et qui répartissent aussi la Sénégal. Elles peuvent être des femmes aussi au moment des conquêtes
les militaires pour tout ça. Et cet exemple-là, j'en ai vu à Madagascar où le soldat sénégalais également, qui ne s'est pas voulu être le parti, même pour définir le parti, ont pris comme épouse des femmes locales malades après les conflits. Donc nous sommes en face d'une sorte de distribution en fait, des épouses et des concubines. L'exemple donc, le cas de plus frappant, Sarah l'a bien expliqué, c'est celui de comment il s'appelle, Mamadou Lamine Dramé, du Boulou, de qui s'appelle Demba Hawa, dans les années 1886. C'était son grand marabout, il a donc posé donc de créer un État en s'appuyant sur la religion musulmane. Et quand il a été fait par la méthode, donc, les époux ont été répartis parmi les populations sénégalaises et ont continué de travailler avec. Sarah aussi ne manque pas de citer l'industrie dans ses travaux, et notamment donc le cas de Abdouba qui a fait la guerre de l'industrie, qui a adopté une industrie, donc la fameuse modification économique à mentionné tout à l'heure, qui deviendra le prince Abdouba, c'était la fondation du Sénégal. Donc l'Alliance française a facilité donc la réinstallation aussi des membres de beaucoup de familles approches de la mienne, en tout cas de l'ancienne industrie. Et ce que Sarah dit à propos de cette femme, ça peut se retrouver ailleurs en Afrique francophone. Je connais des exemples, par exemple, en Afrique centrale, où des soldats ont été partis, sont revenus avec des études également, et aussi ailleurs en Europe. Donc ça, c'est quelque chose qui explique très bien comment fonctionnait également cette théorie coloniale à travers l'utilisation de l'influence. Alors, selon ce théorie Sarah, elle nous fait comprendre aussi que l'inclusion des femmes africaines dans ces campagnes contribue un peu ce qu'on a toujours pensé. En réalité, on a toujours pensé que dans les campagnes militaires, dans les campagnes de développement, c'était une affaire d'homme. Que les femmes n'étaient pas du tout concernées, surtout quand il s'agit de nos voyages. Et quand je la cite, par exemple, à la page 23, elle dit The inclusion of African women in youth colonial context contains contradict common narrative about the masculinization of the 19th century Western Europe armed forces. Ce qui est vraiment exact, c'est une campagne qui fait en même temps que l'on vient à la recherche pour les conquêtes, mais aussi en même temps qu'on utilise la femme pour maintenir cette présence et pour aussi donner des privilèges, de faire aussi en d'eux, en sorte que les hommes soient plus motivés à aller dans les campagnes. Sarah a également observé le cas du Maroc, le cas du Congo comme juste à l'ouest. Tout ce que je dis, parfois j'ai l'impression de me retrouver sur mon terrain de Madagascar dans le Congo. Les campagnes militaires sont aussi et surtout pour elles des opérations de violence contre les plus fragiles, notamment donc les femmes et les enfants. Elle a bien mentionné dans ses travaux la présence également des enfants parmi ces déplacements de migration, non seulement en Nord-Ouest, mais ailleurs. Là également, dans les travaux, je vois que beaucoup de des femmes qui sont venues avec des enfants, et je suppose aussi des cartes postales, des éléments d'affichage, on voit des femmes africaines avec leurs enfants dans les campements militaires. Donc c'est un travail, comme je dis, qui vient à bonheur, qui apporte beaucoup de choses pour une meilleure compréhension de la question du recrutement. Le pouvoir colonial français a aussi habitué les frères sénégalais à ces pratiques-là envers les femmes. Donc dès l'Afrique de l'Ouest, en allant ailleurs, les frères sénégalais ont pris comme acquis le fait qu'elles avaient le droit d'avoir plusieurs femmes, plusieurs concubines, et d'utiliser la femme comme aussi un élément durant les conquêtes. Et ça, je le faisais aussi dans les travaux. Par exemple, elle nous dit que les frères sénégalais ont introduit une nouvelle forme de mariage dans l'Empire français parce que la conquête et la domination étrangère ont modifié la tradition locale autour de la sexualité et de la conjugalité des femmes. Donc, vous voyez, nous sommes dans un système où, même si on regarde le haut, on est le plus élevé, parfois on voit également ces mariages. Par exemple, elle explique même le gouverneur
pratiquement, on retrouve assez contradictoire dans la troisième révolution française, pendant qu'on vantait les idées de civilisation, les idées de droits des femmes, des droits humains, de quoi en sorte que la femme était utilisée durant des moments de conflit comme un outil qui permettait justement à cette campagne d'aller de l'avant. Dans les contextes par post-conflit, les responsables de cette français ont maintenu une position ambivalente, tant au moins par lesquels les soldats ont obtenu des partenaires conjugaux, former des ménages imposés par la légitimité matrimoniale. Elle montre très bien aussi que la vulnérabilité des femmes est accrue. Tout au long de cette campagne, on voit véritablement que la femme et les enfants sont beaucoup touchés par ces campagnes militaires. Alors, dans ce contexte, je voudrais s'interroger sur la manière dont les contextes géographiquement éloignés ont affecté la capacité des tirailleurs sénégalais à établir et à maintenir les menaces conjugées. Donc, les questions se soulèvent, comment se faisait les mariages, comment se contactent, comment sont la relation de famille, de couple, en tant que militaire dans des colonies différentes où les traditions, les normes, les coutumes ne sont pas la même chose. Par exemple, la migration longue à distance et les perceptions des responsables militaires de la Tunisie et la différence sociétale aussi ont affecté la légitimité des ménages des militaires. Nous sommes donc dans une époque où l'armée métropolitaine française peut choisir la présence des femmes, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est en ce moment aussi précis qu'on encourage l'armée coloniale à avoir des systèmes. Donc, c'est un des grands paradoxes qu'elle a soulevé dans son travail. Comment donc nous sommes dans un découragement de la présence des femmes dans l'armée, comment nous sommes dans un système qui véhicule les valeurs humanistes et tout, et de l'autre côté, on utilise la femme aussi comme sorte d'esclave ou en tout cas on utilise autre monde. Donc, son chapitre 2 explique véritablement ces choses-là et donne des exemples sur le Congo, Madagascar, le Maroc, l'Indochine, donc, à ce sujet, il dit que French military recorded African soldiers on their west African wives, Madame Tirailleurs, in Morocco, from 1908 to 1980. Morocco was one of the final territories integrated into French overseas empire via the military conquest. Donc là également, en police et travaux, on va voir tous les problèmes auxquels les femmes ont été confrontées. Une fois aussi sur place, comment elles sont perçues par la société marocaine, quel statut elles ont, tous les problèmes que nous avons vus. Alors, les débats aussi qui entourent l'utilisation des foyers militaires africains en Afrique du Nord démontrent à suffisance que la Troisième République croyait véritablement à une différenciation. Nous sommes au cœur d'un projet racial en disant que lui, on voit le traitement racial. Donc, je vais essayer de faire vite pour ne pas trop monopoliser la parole. Est-ce que je peux continuer? Donc, le chapitre 3 examine également la perception de la différence dont j'ai parlé. Et cette perception va retrouver non seulement les filières des femmes, notamment au Maroc, où elle est à l'évidence la vie à l'Ukraine, par exemple. Donc, et ça, je retrouve aussi cette perception négative à Madagascar qui est conséquence de la présence des Ouest-Africains de l'Égypte, c'est vraiment la diabolisation du Sénégalais, donc de l'Africain, à tel point que dans l'imaginaire collectif, le Sénégalais est devenu très très mal vu à Madagascar. Donc ça également, ça l'explique bien dans le cas du Maroc. Dans le chapitre 4, les transformations publiques et les traditions matrimoniales également sont abordées, notamment entre la période pendant la Première Guerre mondiale. Je ne vais pas trop détailler ce chapitre-là, mais je vais aller assez rapidement au chapitre 5, les évolutions de la manière dont les responsables militaires ont constitué le ménage africain. Elle mentionne également tous les problèmes qui sont liés au statut que les femmes devaient avoir, la question des pensions, des allocations, etc. Tout cela, ça apporte une certaine clarté du rôle que les femmes ont joué dans cette affaire. En fait, je vais m'arrêter au chapitre où les ménages conjugaux approchent des années en
J'aurais pu aussi mentionner l'indépendance, notamment la sortie de la Guinée avec le référendum et le changement de statut. Elle parle de l'exemple de Coroma, je crois, et j'en ai vu des exemples similaires à Madagascar, notamment du Boussoumano, qui était originaire de la Guinée, mais avec la décision de s'équilibrer au moment du référendum de la Guinée, ça va avoir un impact énorme sur la décision que ces soldats guinéens vont prendre de rester une fois définitivement à Madagascar, alors que chose qui était connue après la deuxième journée, après le choix de rentrer, contrairement aux premiers, on va voir que ceux qui sont originaires de la Guinée vont décider de rester. Donc, elle parle beaucoup de surtout à l'intérieur, notamment les villages du Bébec et la par Kendini, également. Je pense que je vais juste m'arrêter là en disant que c'est un travail que j'ai beaucoup aimé et que je voyais que je suis très content de voir ce travail-là arriver à sa fin et d'être publié, puisque ça rassemble un gros but. Nous avons toujours cette idée, j'ai lu beaucoup de livres sur le recrutement, sur la mobilisation militaire, mais très peu sont intéressés donc sur la part des femmes, l'utilisation des femmes dans ces moments, et comment la femme représentée au outil de conquête de domination et dans cette campagne militaire, donc je pense que nous avons fait le plus de cette campagne. Alors pour finir, je vais simplement dire que c'est un livre qui mérite d'être lu, qui mérite d'être connu, mais aussi un travail qui apporte beaucoup dans l'historiographie coloniale, dans la question du développement extérieur, et qui permet également de comprendre que les migrations féminines ont toujours été ensemble avec les migrations aussi en Afrique du Nord. Donc, c'est là. Merci beaucoup, professeur Ba. Et maintenant, je présente professeur Patrick Dramé. Patrick, vous êtes là? Il est là? D'accord, OK. S'il n'y a pas de message, ça veut dire qu'on entend très bien. Bon, et vraiment, je suis très ravi d'être parmi vous pour cette présentation du livre de Sarah Moulaman. Donc, c'est l'occasion pour moi donc, de saluer d'abord les personnes qui sont dans la salle, les enseignants et enseignants du département d'histoire, mes collègues, évidemment, Émilie, j'ai lu ses études, mais c'est la première fois que je Oui, c'est vrai. avec qui j'ai collaboré aussi par le passé sur toujours la question des tirailleurs et que j'ai le plaisir vraiment de revoir ici d'une certaine façon. Alors vraiment, on est en face d'un ouvrage extrêmement important. Moi, je pense qu'on peut vraiment parler, et je pense qu'on peut la souligner tantôt, une contribution majeure à l'histoire par rapport donc à l'histoire des tirailleurs sénégalais. Parce que quand on regarde l'historiographie des tirailleurs sénégalais, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, avant même la lettre, avant même que les historiens professionnels de ça s'y intéressent, c'est d'abord quand même les officiers coloniaux qui écrivent, surtout dans les années 1930, qui écrivent beaucoup sur l'histoire des tirailleurs sénégalais. Et on met l'accent sur la bravoure des tirailleurs sénégalais, leur engagement, leur implication dans les terrains de conquête, aussi bien en Afrique qu'en métropole, ailleurs dans l'Empire colonial français. Mais en fait, très peu de choses étaient dites finalement sur les femmes, et même sur la question du recrutement qui est plus ou moins négligée. Alors, quand on sort maintenant de cette première historiographie, qu'est-ce qu'on voit? On voit une deuxième historiographie, une deuxième historiographie avec les travaux de Maëla Deschamps, qui nous a quittés il y a quelques années, qui justement dans son ouvrage sur les tirailleurs sénégalais de 1857 aux indépendances, nous offre quand même une vision panoramique
extraordinaire qui a été travaux sur le Mali, les travaux de Armand sur Madagascar, il l'a souligné tantôt. Les travaux aussi de Camille Dupart sur les femmes extérieures, mais aussi de Michel Bois dans Violent Institution, qui touche plutôt la femme. Et ce qui m'amène vraiment à parler de l'importance de ce travail à accompli de Sarah. Et j'étais en train de me dire vraiment que l'approche, par le biais du genre, par le biais de la sexualité, la question migratoire, et en même temps un travail qui est sous-tendu autour de la quotidienneté. Et je pense que c'est de là qu'on me parle vraiment l'apport de cet ouvrage, et l'originalité de cet ouvrage qu'a l'historiographie d'une certaine façon. Et je pense que ça part d'un postulat simple, et que quand on parle de tirailleurs sénégalais, on parle de la conquête coloniale, évidemment, les tirailleurs sénégalais sont représentés comme étant les catalans de la conquête coloniale. Mais on se rend pas compte du rôle et de l'importance finalement des femmes, de la question du mariage, de la question de la sexualité, notamment justement dans le mouvement, dans l'impact que cela peut avoir sur les tirailleurs eux-mêmes qui combattent directement sur le terrain. Et donc ici, on montre vraiment, et ça le suit très bien, la fonction fondamentale du mariage, de la sexualité, du genre, et l'exploitation, bien évidemment, des femmes dans l'expansion coloniale, mais aussi en même temps dans la domination coloniale d'une certaine façon. Et je reviens justement à commenter un peu sur les sources. Je ne commenterai pas chapitre par chapitre, mais vraiment les sources et la méthodologie qui ont été mises de l'avant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans la vie, que Sarah nous présente ces sources, nous présente sa méthodologie en tant que telle. C'est un ouvrage qui se lit en quelque sorte. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je l'ai lu quelque part comme un roman. La manière dont on amène le sujet partant de phénomène que décrivait tantôt à Ottawa, lorsque Tramé est battu par les forces françaises et que ces femmes sont distribuées aux tirailleurs. Donc j'ai toute une trame historique, tout un récit historique qui, bien évidemment, englobe l'ensemble de l'empire colonial français. Donc on parle ici, ça a été dit à plusieurs reprises, de Madagascar, on a parlé aussi des villages noirs au Maroc, on a aussi parlé de l'Indochine, de Madagascar, en Angleterre. Et on est donc dans une histoire transnationale, pour ne parler de l'histoire transimpériale, ce qui a conduit justement à mobiliser l'ensemble des sources historiques qui étaient nécessaires. Imaginez les recherches de l'Archive nationale du Sénégal, Aix-en-Provence, le service historique de la défense, donc les archives de l'armée, d'une manière générale, le fait de publier aussi les revues d'histoire coloniale, ça a été
l'enquête orale. Parce que dans le livre, tu parles beaucoup de l'enquête orale, des stratégies que tu as pu mettre dessus, la sélection de tes interlocuteurs, etc. Alors, je me suis posé deux questions. Pour une question, est-ce que le fait d'être une femme, en l'occurrence une femme blanche, est-ce que ça a des avantages ou des inconvénients lorsque le roi est venu de faire vos entreprises auprès des personnes que vous avez et le troisième et dernier élément qui me semble important, c'est ce que vous avez abordé depuis la notion de femme. Qu'est-ce qu'on entend par femme? Est-ce que les femmes sont mariées religieusement, moralement, etc. Je me suis posé la question, finalement, toujours dans le cadre du sujet de la discussion, est-ce que ça n'a pas été aussi difficile d'aborder la question de la sexualité auprès des personnes que vous avez, avec lesquelles vous avez interagi? Et finalement, on parle ici de l'immigration sénégalaise dans la méthode de la France, soit à Madagascar, etc. J'aimerais entendre un petit peu sur la vie des hommes seuls dans ces territoires-là, c'est-à-dire des hommes qui ne sont pas mariés, qui ont choisi de ne pas être mariés. Est-ce qu'il y a une vie qui se passe, quel type de sexualité, on fréquente les maisons closes, etc. Pour les femmes seules, si vous l'avez abordé dans le livre, je voudrais aussi entendre là-dessus les femmes seules qui n'ont pas accompagné les maris, ou qui accompagnent les maris, mais qui se retrouvent à l'arrière du front seul. Quel type de vie ces femmes vont vivre? Donc, bref, je dirais là, je félicite ça sur la qualité de ce témoignage. Il est clair qu'on a un accompagné à l'historiographie. Et moi, personnellement, j'ai décidé que plusieurs des chapitres de ce livre seront lus par les étudiants à l'automne prochain de 2023, parce que je donne un séminaire de 25 ans en contexte colonial, et je pense que je profiterai de l'ouvrage de Sarah pour amener la dimension genrée et la dimension histoire des femmes dans le cadre de mon séminaire, qui, je dois l'avouer, traite plus directement de l'histoire des hommes et des assistants. Donc, je vous remercie et encore toutes les félicitations à Sarah pour vraiment cet ouvrage majeur. Merci à vous. Merci beaucoup, Patrick. Et bon, maintenant, je te donne la parole, professeur Zimmerman. Et peut-être tu peux répondre aux questions et aussi donner les autres interventions et réflexions. Bonjour. Oh, j'ai des nerfs. OK. Mais c'est la famille ici. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, comme je prends la parole, je vais faire plusieurs remerciements rapidement avant de répondre aux questions. Je vais enlever. Ça sera plus facile. Voilà. Donc, premièrement, je dois commencer avec 2001. La première fois que je suis venu ici au Sénégal, j'ai avoir de la chance d'être placé avec cette famille, les Faye, et aussi des Mbodjan. Et vraiment, ma famille m'a accueilli pendant 21 ans maintenant. Et ça c'est pourquoi, excusez-moi, mais ça c'est pourquoi la dédication est à eux dans mon livre. Vraiment, je vous remercie avec tout mon cœur et merci de venir ici aujourd'hui. Je sais que c'est pas facile de circuler ici à Dakar. Et aussi à Rachid Ngom, je te vois, et je te remercie aussi. Et aussi, je dois remercier WAC
Comme j'étais étudiante ici en 2001, et donc je remercie WARC, Ousmane Sen, bien sûr, Abdoulaye, Nyang, et aussi tous les autres qui travaillent ici, comme Amdi, Marianne Yad, Amdi Dieng, les autres qui travaillent dans la bibliothèque. Vraiment, ce livre est possible à cause de vous. Je dois aussi remercier Sophie Jan et les anciens combattants. J'ai fait plus que 60 entretiens avec les anciens combattants ici à Dakar, à Saint-Louis, à Thiès, à Ziguinchor, et aussi Conakry et dans les banlieues de Paris, à Bondy. Mais c'était à cause de Sophie que j'ai trouvé la communauté des Sénégalais vietnamiennes, et c'était à cause d'elle et Madana, la voiture, parce qu'elle m'a conduit partout ici à Dakar pour faire les entretiens avec les Vietnamiennes et leurs enfants. Vraiment, je vous remercie. Je dois aussi remercier tous les gens qui travaillent aux Archives nationales. Vraiment, il y avait 3 directeurs et directrices depuis que j'ai commencé ce travail. Il y a maintenant la directrice, Madame Jara. Il y avait... Oh Mbaye, non, Ndiaye. Il y avait Ndiaye et aussi... bon, je me souviens pas en ce moment. Ouf, des nerfs. Bon, je reviens sur ça. Mais aussi tous les autres qui travaillent aux Archives nationales, comme Mamadou Ndiaye, qui a fait la retraite maintenant, et aussi Ibrahima Mbeng, et les autres qui sont avec nous sur le Zoom. Je dois aussi remercier Cheikh Fatih Faye et aussi Abdou Sow, les deux sont feux maintenant, qui m'ont accueilli de consulter les thèses de mémoire à ONES, maintenant FASTEF. Aussi, je remercie Amélie et Amadou et Patrick de venir ici ou bien de venir par Zoom aujourd'hui. Vraiment, je vous remercie. Et tous les autres, merci. Et aussi ma famille aux États-Unis aussi. Ils ont fait quelque chose, je crois. Quelque chose. Oui, je suis là. Dis donc, ce travail était un peu énorme. Et je vais reprendre rapidement et bravement dans une sens américaine et directement, parce que je voudrais aussi avoir des questions d'audience et des choses comme ça, parce que je sais que le temps passe vite ici. Donc, les questions d'Emily. Rapidement, je crois aussi que le mot femme est très difficile d'interpréter aux archives coloniales, certainement aux archives militaires. Parce qu'on sait que femme en français, ça signifie épouse, mais aussi ça signifie une personne femelle et adulte, normalement. Dis donc, je crois que pendant le 19e siècle, les militaires, les officiers qui ont écrit la plupart des documents, pour eux, c'était mieux de laisser ce mot ambigu. Parce que il n'a pas donné vraiment la sens légale aux relations des tirailleurs sénégalais avec les femmes ouest-africaines qui étaient à côté. Bien dans comme les blanchisseuses, les cantonnaires, comme des familles qui ont voyagé avec les compagnes en Afrique de l'Ouest, mais aussi au Madagascar, et aussi au Congo français, et aussi au Maroc. Parce qu'après Maroc, c'était la Première Guerre mondiale, mais aussi il y avait des changements pendant le temps d'entre-deux-guerres, quand on voit que la militaire et aussi l'État colonial
a essayé de normaliser ou bien faire un standard pour les mariages des tirailleurs. Et en ce moment-là, il y avait vraiment, comme tu as dit, et aussi les autres sur Zoom, il y avait un paradoxe qui est arrivé. Parce que la plupart, mais les tirailleurs sénégalais étaient les, comme on dit dans les questions légales coloniales, les tirailleurs sénégalais étaient les indigènes. Donc c'était possible pour eux de suivre les traditions, les droits civils, de faire la polygynie ou bien la polygamie, mais au même temps, les militaires ont dit qu'on reconnaît uniquement la première femme. Et c'est elle qui peut toucher les allocations, c'était elle qui peut toucher les indemnités, c'est elle. Et ça a créé beaucoup de problèmes entre les femmes des tirailleurs sénégalais. C'était autre chose, bizarrement, pour les originaires. Les originaires des 4 communes étaient les citoyennes françaises. Et bizarrement, avec les 2 lois de Blaise Diagne, en 1916 et 1917, on a créé un autre paradoxe. C'était possible pour ces citoyens français de faire la polygame. Et pendant la Première Guerre mondiale et après, on peut voir que la militaire a décidé de partager les indemnités et les allocations entre les femmes des originaires. C'était vastement bizarre. Vraiment, c'est un système, comme on dit en anglais, adhocracy. Vraiment, c'était pas dans le même système de tous les autres ouest-africaines qui étaient dans l'AOF. Donc, on peut voir encore une fois qu'il y avait une certaine définition de femme, parfois épouse, après la Première Guerre mondiale. Et aussi, il y a un autre... Bon, j'ai pensé que j'ai dit que j'aurais bref, mais non. Excusez-moi. J'ai écrit tout un livre, hein? Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, non, mais je me souviens pas. Oh, l'autre chose que je voudrais dire est que, bien sûr, il y a des archives, il y a des documents, mais il y a des autres réalités aussi. Et quand j'ai commencé à faire les entretiens avec les anciens combattants, certainement les gens qui ont fait l'Indochine, les tirailleurs sénégalais, pas les originaires, mais les tirailleurs sénégalais, ils avaient des relations sexuelles, conjugales, avec des femmes au Vietnam. Et plusieurs des anciens combattants, même qu'ils sont mariés avec les femmes ouest-africaines maintenant, après qu'ils sont revenus après la chute de Dien Bien Phu, ils m'ont dit que, oui, j'ai laissé une femme au Vietnam. Et j'ai dit, mais tu as dit femme? Et puis on a clarifié, mais pas ma vraie femme. Mais on peut voir que vraiment il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce mot aux archives et aussi dans la mémoire des anciens combattants et comment ils pensent de leur histoire dans l'Empire. Bon, je crois que je me suis adressé l'autre question aussi, la question des paradoxes de mariage et des choses comme ça. Donc, je vais dire encore un mot. Parce que le titre, c'est Militarizing Marriage. Parce qu'aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'on fait ici au Sénégal, mais dans mes cours, normalement, quand je parle des lois plurielles pendant la période coloniale, on dit qu'il y avait 3 formes. Il y avait la loi française, il y avait la loi civile traditionnelle et il y avait aussi la loi charia. Mais ce que j'ai découvert avec mes études est qu'il y avait une 4e.
Et c'était chez les tirailleurs sénégalais. Et je crois que aussi, si on regarde ce que les officiers ont écrit pendant le 19e siècle, ils ont influencé l'état civil colonial dans l'Afrique de l'Ouest, quand ils ont commencé de codifier les lois pendant le XXe siècle, après 1905. Merci à Amadou pour demander des questions sur les questions de migration, parce que oui, c'est une histoire de migration. On peut voir vraiment que c'est difficile des fois de dire que c'est quel type d'histoire. Parce que moi, j'ai pensé que j'étais une historienne des femmes, du genre et sexualité. Mais après jusqu'avant que j'ai terminé ce livre, il y avait quelqu'un qui a dit, mais non, tu as une histoire de la militaire. J'ai dit, oh, ok. Et aussi, c'est une histoire globale. Et aussi, c'est une histoire coloniale. Il y a beaucoup d'histoires qui restent dedans. Et oui, je suis tout à fait d'accord que parmi l'historiographie de migration, de migration pendant la période coloniale, c'est vraiment difficile de trouver des femmes. Mais je vous invite de consulter les archives et les documents de la militaire, parce que vraiment, les femmes sont partout dans ces documents. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les choses qui restent dans la militaire. Patrick a posé des questions un peu difficiles, mais je vais parler de ça un peu, parce que la perspective genrée, ce que nous pouvons comprendre, la conquête et aussi le colonialisme, dans l'histoire d'Afrique, on peut voir que on utilise cette perspective beaucoup plus dans les régions anglophones que francophones. C'est bizarre, mais ça existe. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais au Ghana, Nigeria, Kenya, Ouganda et aussi Afrique du Sud, on voit qu'il y a beaucoup plus d'historiographie sur ces questions. Et ce que je vois dans l'historiographie, même en français, même en anglais, et que pour cette région, au Sénégal, au Mali, tu es ici, et bien sûr, il y a des autres femmes ici au Sénégal et aussi ailleurs qui travaillent sur ces questions, mais pas dans le même niveau. Et je crois que avec cette perspective, on peut comprendre mieux comment les femmes ont survécu pendant la période coloniale, comment elles ont expériencé le colonialisme, parce que vraiment c'était un peu différent que les hommes. Et on le sait parce que toutes les institutions coloniales, à peu près, ont créé pour les hommes les écoles, la question d'avoir la bureaucratie et tout. Et si on regarde les archives, c'est difficile à trouver des femmes. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de femmes qui ont participé dans ces processus. Et ça, c'est aussi un problème. Parce que c'était les documents et les archives qui nous disent qu'il n'y avait pas de femmes. Et donc ça, c'est pourquoi on doit plonger dans les archives, mais aussi de faire les entretiens avec les gens pour demander, oui, les femmes étaient là, ils ont participé, ils ont changé les traditions, ils ont changé la direction de l'histoire. La question d'être une femme blanche en train de faire cette recherche, je crois que c'était intéressant parce que j'ai beaucoup interrogé cette question quand j'étais en train de faire la recherche. Je sais que, comme j'étais une blanche, une babtou, comme on veut, ou bien une étrangère, ça m'a donné un peu d'accès. Parce que
dans un sens, à l'axe de race et aussi du genre, les choses bougent. Je sais que ça sera difficile, peut-être, pour les femmes sénégalaises de poser les mêmes questions que j'ai posées. Et c'était possible pour moi aussi de rester toute seule avec les hommes. J'ai passé beaucoup de temps dans les maisons des anciens combattants ici à Dakar, et aussi à Ouakam, et aussi à Ziguinchor, et aussi à Saint-Louis, et aussi à Conakry. Et j'étais la seule femme là-bas. Et je crois que, comme j'étais étrangère, c'était possible pour moi d'entrer dans ces questions. Mais aussi, j'étais pas la première femme de faire des recherches comme ça, parce qu'il y avait Ruth Genio et aussi Nancy Lawler qui a travaillé en Côte d'Ivoire. Mais je crois que parce que j'étais une femme, les anciens combattants ont commencé à parler sur la question des femmes, bizarrement. Et c'était eux qui m'ont convaincu de penser sur ces questions. Parce que quand j'ai commencé mes recherches, je n'avais pas l'intention de suivre ce chemin. Ouais, ce chemin. Et c'était eux qui, a planté quelque chose pour moi de suivre. Et puis j'ai recommencé de regarder les archives. Donc c'était vraiment les entretiens avec les anciens combattants. Patrick jamais m'a demandé la question sur comment est-ce que j'ai demandé des questions sur la question de sexualité. Je l'ai pas fait. C'était eux qui ont commencé à parler sur ces questions. Je n'osais pas. Non. Parce que je sais qu'ici, il y a le souterrain. Et on ne peut pas poser des questions comme ça, très privées, vraiment. Mais aussi, je dois vous dire que il y a une grande différence entre les hommes qui ont fait l'armée, qui ont retourné chez eux, et ils n'ont dit rien. Avec les hommes qui se sont identifiés comme anciens combattants, parce qu'ils passent beaucoup de temps ensemble et ils sont les anciens combattants. Donc ils ont les histoires qu'ils partagent tout le temps. Et pour moi, ils ont partagé les mêmes choses comme on fait ou bien comme on partage dans la maison des anciens combattants. Et j'avais le privilège d'être bienvenue là-bas. Et je crois que la dernière chose que je vais dire, pour le moment, parce que Patrick a posé la question sur la question des femmes qui étaient les femmes des tirailleurs sénégalais qui sont restées à l'extérieur. Donc, je vais parler de Fatoumata Bambara. Tu me connais. Il y avait une dame pendant les années 1890 qui sont allées avec son mari au Madagascar. Il est mort, mais elle a resté. Et en 1926, elle a écrit, 30 ans après, elle a écrit une lettre pour demander « Donne-moi l'argent, je voudrais retourner chez moi ». Et les officiers coloniaux, civils, excusez-moi, l'a abandonné en Madagascar. C'était difficile, après la Première Guerre mondiale, de trouver les oreilles sympathiques dans l'administration coloniale. C'était toujours une question de l'argent. Qui va payer pour ça? Est-ce que ça sera le gouverneur général de Madagascar ou bien AOF ou tac. Elle était abandonnée en Madagascar. Et j'ai vu uniquement 3 feuilles sur son histoire dans les archives.
C'était un cas mixte pour les Vietnamiennes. Les Vietnamiens qui se sont mariés avec les originaires, c'était plus facile pour elles de venir au Sénégal. Mais il y avait assez des femmes, des tirailleurs sénégalais, qui, des fois, ont choisi de rester au Vietnam. Mais les autres qui veulent accompagner, mais c'était pas possible. Parce que suivant la chute de Bien Phu, il y avait beaucoup de confusion. Bizarrement, un cas un petit peu célèbre était la femme de Bokassa. Bokassa, après, il était quoi exactement? Le dictateur, l'empereur. Wow, empereur. Après, il est devenu empereur. Il a cherché son ancienne femme et c'est une fille et sa fille au Vietnam. Et les deux ont déménagé en Afrique centrale. C'était une histoire un peu bizarre. Et rare aussi. Donc, je crois que je vais terminer là. Oh, c'est vraiment 5h30, excusez-moi. Hein? Merci beaucoup, Sarah. Et peut-être, il y a quelques questions. Voilà, d'accord, oui. Mon ami là, c'est le général. Wow. Un militaire qui a été chef d'état-major de l'armée sénégalaise. Wow. Il fait partie des officiers qui ont fait l'armée sénégalaise. Et il était dans l'aviation. Il a été aussi ambassadeur du Sénégal à Washington DC pendant 10 ans. C'est lui qui a travaillé sur la Goa pour la. Général, si vous pouvez dire ça. Soyez bienvenus. Merci bien. Je remercie Madame Burrell et Sarah de nous avoir fait découvrir une partie de notre histoire, parce que quand vous parlez des archives chez nous, nous avons eu beaucoup de difficultés pour construire le musée des armées et on a eu souvent recours à aller en France et en particulier à Nantes. Mais une partie de notre histoire a été racontée par le colonisateur. C'est vrai. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément l'objectivité nécessaire. Et en particulier, si vous voyez la manière dont les historiens français racontent le phénomène de décembre 1944 à Thiaroye, officiellement, ce n'était pas une erreur. C'est bien après qu'on a trouvé des gens qui avaient l'objectivité pour dire que c'est un crime. Vous voyez. Mais vous vous approchez sur un problème également qui a encore des traces actuelles entre le mariage moderne et le mariage qui respecte la charia. Et effectivement, je me rappelle moi-même que pour faire face à ce problème des 4 femmes possibles, pour limiter cela parce que ce n'était pas pratique, je disais aux officiers, aux militaires, qu'ils n'avaient qu'une maison officielle et en ce moment-là, il n'y avait pas le portable, il y a un seul téléphone. C'est très important parce que ça limitait les dégâts dans un certain sens. Et d'ailleurs, c'est un phénomène social important quand vous voyez qu'en fin de compte, c'est les moins gradés. C'est donc les moins éduqués qui ont le plus de femmes, paradoxalement, et pourtant ils ont moins de moyens. Mais le fait que vous disiez qu'un commandant, vous n'avez qu'un téléphone et vous avez intérêt à répondre, et que les femmes n'acceptent pas toujours d'être ensemble dans la même maison, à la différence de nos parents, où le mariage 4 enfants de 4 femmes ne posait pas beaucoup de problèmes, parce que ça s'est passé dans l'harmonie familiale. La première femme, la Hawa, est beaucoup plus âgée, c'est donc la mère des autres. Ce n'est plus le cas avec la modernisation et surtout l'urbanisation. Il y a beaucoup moins de polygames en ville
que dans la campagne où il y a, en fin de compte, cette tradition est maintenue. Donc, je vous remercie pour ça. Et je pense encore une fois que vous avez plus d'objectivité, etc. Et j'avais même envie de vous poser la question, si vous avez fait des recherches, si les soldats américains, africains-américains, les Buffalo Soldiers, s'ils ont eu des interactions avec des tirailleurs d'une manière ou d'une autre, etc. Voilà, merci. Bon, merci, c'est fait. I can do this? Je peux utiliser ça ou bien ça? OK. Oui. OK. Yeah, go for it. Nous avons une question de Mahon Touré sur le Zoom. Oh! Il est là ou bien? Wow! Oui. Oui, oui. Allez-y, merci. C'est bon? Oui, allez-y. Oui, oui. Merci beaucoup, je me présente, je suis Mahon Touré, je suis conservateur d'archives à la direction des archives du Sénégal. C'est surtout pour apporter un témoignage par rapport à Sarah. Là, moi, je n'ai pas eu à travailler directement avec elle, mais elle a eu surtout à travailler avec certains de mes collègues. Moi, je m'occupe surtout de l'archive contemporaine, mais ici, j'ai fait 20 ans aux archives. Maintenant, par rapport à une question, voilà, il y a un monsieur qui a posé la question de savoir si le fait d'être à une plage était, comment dire, était un atout par rapport à la question qu'elle avait à poser à ces différents interlocuteurs. Moi, je n'aurais jamais posé cette question parce que je sais que Sarah a une approche pratique, mais c'est comme si elle avait étudié la société sénégalaise avant de venir faire ses recherches à Paris. Seulement, la question que je voulais lui poser par rapport à ce travail, c'est de savoir si elle pense avoir exactement eu les réponses qu'elle attendait, parce qu'on sait que dans nos sociétés, les gens ne disent pas souvent la réalité par rapport à leur vécu. Il y a une sorte de censure. Est-ce qu'elle ne pense pas qu'il y avait une censure par rapport aux questions qu'elle posait à ces différents interlocuteurs? Est-ce qu'elle avait vraiment exactement les réponses qu'elle attendait? Ceci dit, je voudrais aussi réagir par rapport à un interlocuteur qui a dit que pour écrire nos archives, on s'adressait à Nantes, mais c'est pour dire également qu'il faut savoir une chose. Les archives nationales sont vraiment riches en termes de ressources. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que nous sommes l'une des rares archives qui ont été, de fédérations qui ont été laissées sur place. Ça ne m'étonne pas que rares sont les Sénégalais qui viennent aux archives, sinon ce sont des militaires. Et moi, j'imagine même de dire aux autres, quand vous aurez aux archives nationales, vous vous croyez être à l'étranger. Donc ce sont les étrangers qui utilisent plus les archives que les nationaux. Et là, vraiment, c'est le lieu de faire appel aux Sénégalais, vraiment, qui viennent visiter les archives et faire des recherches. Comme ça, ce sont aussi les étrangers qui font notre histoire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. OK. Donc, rapidement. Colonel Sec. Général, excusez-moi. Oh!
Ok. 1000 fois pardon. 1000 fois pardon. Excusez-moi. Général Sec, je vous remercie de vos commentaires et aussi de votre question. J'ai parlé beaucoup avec Monsieur Youssef Allo. Vous le connaissez? Non? Il a travaillé aussi avec l'armée sénégalaise. Il était aussi ancien combattant des tirailleurs sénégalais. Et il m'a appris beaucoup de choses. Dis donc, je ne connais pas très bien l'histoire entre les tirailleurs sénégalais et aussi les Buffalo Soldiers, ou bien les soldats afro-américains, parce que j'ai pas passé beaucoup de temps dans mon livre sur les 2 guerres mondiales. Ce que j'ai vu dans l'historiographie est qu'il y avait beaucoup de gens qui ont déjà parlé sur ces questions, les 2 guerres mondiales. Et moi, j'ai décidé de focaliser sur les conflits impériaux. Et qu'est-ce que c'était votre autre question? C'était ça. Ok, merci. Et donc, Monsieur Touré, merci d'être ici avec nous. Et bien sûr, les Archives nationales du Sénégal, c'est au top. Au top. C'est plus facile de consulter les archives ici qu'à Annam, à Aix-en-Provence, les Archives nationales d'outre-mer, et c'est aussi plus facile que bon, est-ce qu'on est en train d'enregistrer ça? Que le service historique de défense en France aussi. Donc, la question sur la question de réalité. Ce que j'ai découvert est qu'il y a plusieurs réalités. Et quand j'ai demandé des questions, vraiment j'ai essayé de demander des questions ouvertes. Parce que ce que j'ai découvert est que quand j'avais des idées, quand je suis entré dans les entretiens avec les anciens combattants et j'avais déjà formulé des idées, les anciens combattants ont cassé mes idées. Donc, et ça c'est pourquoi j'ai lu ce livre, parce que j'ai pensé que je vais écrire un livre sur les relations entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest pendant le XXe siècle. Et évidemment, c'est pas ça. Et c'était eux et leur réponse qui m'a donné la possibilité de penser beaucoup sur la distance et aussi l'approchement entre la mémoire et l'histoire. Merci, je vous remercie. Bonsoir l'assistance. Je me présente, je suis El Hadj Malick Dème. Je suis égyptologue au département d'histoire de la faculté des lettres. J'enseigne l'égyptologie et African Studies, surtout les cultures africaines. Avant de démarrer, j'ai d'abord une question pour le professeur Ousmane Sène. Ma dernière visite ici remonte lors de la cérémonie de dédicace de l'ouvrage du professeur Chérif Dahaba. Et j'ai été agréablement surpris de revoir ce beau cadre qui n'était pas comme ça il y a de cela 6 ans ou 7 ans. Donc ma question au professeur, qu'est-ce que vous prévoyez pour vos jeunes collègues de la faculté pour l'apprentissage de l'anglais? Moi je parle français et allemand. Donc j'ai entendu le nom de Sarah pour la première fois en 2008 lorsque mon ami Ousmane, qui enseigne en Californie, m'a rendu visite en Allemagne. Je ne sais pas si tu te souviens, où je suis passé te prendre à l'aéroport de Francfort. Il passait la nuit à me parler de Sarah pour rejoindre un peu le général, parce qu'on passait des nuits à discuter sur la fausseté des thèses de la bibliothèque coloniale française. Pour dire que, général, vous avez parfaitement raison. Ousmane me dit que, mais j'ai rencontré des filles, surtout des Américaines, qui sont beaucoup plus ouvertes d'esprit et qui ne sont pas frileuses à la vérité historique, pour reprendre le terme du professeur Cheikh Anta Diop. Donc, il est passé ce matin, on a déjeuné et on est venu participer à cette belle cérémonie de dédicace.
J'ai tenu, effectivement, je voulais venir parce que c'est une question qui m'a beaucoup, je ne sais pas, je me suis posé beaucoup de questions sur le rôle de la femme dans l'histoire militaire coloniale. Le dernier ouvrage que j'ai lu sur les tirailleurs, c'est l'ouvrage de Brigitte Reinwald, Tirailleurs sénégalais, Kriegs vétérans de guerre, etc. etc. Mais c'est des ouvrages qui ne nous apprennent absolument rien. Pourquoi je me suis intéressé à cet ouvrage? Parce qu'il y a des années, je discutais avec Ousmane, et ça, j'aimerais bien que ça soit une perspective de recherche pour vous, Sarah. Il faut vous intéresser au folklore, aux chansons de la... Le professeur Ba est là. Je ne l'ai jamais connu, Amadou Ba. Je suis sûr et certain que si je commence une chanson, il va la finir. Quand je dis « Eh, eh, Jaho, Saoudi Yade, Kameyeto Yade », il peut terminer. Voilà. C'est pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'il n'y avait pas de WhatsApp, etc., donc les femmes, pour envoyer un message d'amour aux soldats qui sont sur le front, elles ont inventé de très belles chansons. Je ne sais pas si ça existe chez les Sérères, voilà. Mais chez les Peuls, ça existe. Il y a beaucoup de chansons où les femmes des soldats qui sont sur place ont... C'est des chansons qui sont dans le répertoire halpulaar, mais à chaque fois que je les écoute, j'ai le frisson. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez penser dans l'avenir à cette, comment dirais-je encore, à cette... professeur Ba. Donc, Amadou. Je sais que vous savez, quand je dis eh Jaho, vous pouvez terminer le reste. Ah? Mbada salmina njolam, bode jomo jom bahrombal. Beaucoup de femmes qui sont porteuses, qui ont été des femmes de Badab, on a même célébré beaucoup de mariages dans les villages de Badab, Ayam, Badalang, etc. Donc, il suffit également dans les autres régions du Sénégal de voir dans la littérature, dans les chansons, et tout ça, je suis certainement d'accord avec toi, on doit interroger le folklore pour approfondir ces questions-là. Vraiment tenir là parce qu'il y a énormément de choses. Énormément. Merci beaucoup, professeur. Donc, c'est pourquoi je trouve que votre ouvrage est utile, surtout à l'historiographie africaine. Et je vous félicite. Je joins ma voix à celle de l'assistance et des collègues qui sont online pour vous renouveler nos félicitations. Merci énormément. J'avais une question, une petite question. Est-ce que, j'insiste, professeur, parce que j'ai envie d'apprendre l'anglais. Voilà. Donc, est-ce que vous avez abordé dans l'ouvrage les soldats qui ont eu quelques aventures ou qui se sont mariés en France pendant les 2 premières guerres? C'était ça mes questions et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je réponds à 2 aspects. Le premier, la chanson d'amour chez les Sérères, en particulier dans les séances de lutte. C'est le moment où les jeunes filles et les jeunes garçons se retrouvent, se rencontrent. Et c'est vraiment un amour platonique et un discours indirect. La femme qui vous aime ne vous appellera jamais directement par votre nom. Elle va dire le grand frère de tel. Parce que moi, je m'appelle Ousmane, mais la meilleure façon de m'appeler, c'est de passer par le nom de ma petite sœur. Je suis Ousmane Sen. Si vous dites Ousmane Sen, je vous dis c'est moi. Mais si vous me dites Kor Ami, c'est moi. Parce que Ami est lié à moi dans ce sens que je serai l'oncle de ses enfants et c'est moi qui serai chargé d'éduquer ses enfants. C'est la relation matrilinéaire. Voilà. Alors, les chansons aussi ont tissé de belles chansons à l'endroit de son champion. Langsar, Ali Pwa Paibal, Feso Genor, Nanfo Sorom, Dan Kim, Ninyom Nefeka, Lamla, Mitia, Leyoube, et vous entendez les tam-tam bad.
Lamsar, Ali Wapaïba, Langsar est dressé et est drapé dans son beau paille noir. Il est aussi grand que le filao. C'est mon champion. Je n'irai jamais me coucher. Je serai dans cette lutte jusqu'à l'aube. C'est une chanson d'amour à l'égard de son champion. Maintenant, l'autre dimension de l'anglais. Vous voyez que nous fonctionnons dans les deux langues. Nous avons le monde anglophone et nous avons le monde francophone. C'est tout ce que je dis à vos jeunes collègues. Un chercheur dans nos universités qui se confine dans le français reste dans un ghetto. La preuve, et vous le savez, la meilleure façon de valoriser vos articles et vos productions, c'est d'aller en anglais. Malheureusement, on avait commencé des cours d'anglais, mais ça bouffe beaucoup trop de temps pour nous, d'autant plus qu'il y a vraiment des écoles spécialisées pour ça. Vous avez l'ancien centre culturel américain, qui est maintenant, je crois, Dakar English Language Center, au centre-ville. Vous avez Eli English Language Institute, près de la station Elton, à Mermoz, et plein d'autres centres. Ce que je vous conseille, et je serai bref parce qu'il est pratiquement l'heure, c'est... Oui, mais encouragez vos camarades, ou alors allez voir le recteur. Et je l'avais dit au recteur, je lui avais dit, et il était question que l'on passe par le département d'anglais de la faculté des lettres pour donner des cours d'anglais à tous les professeurs. Qu'est-ce qui a été fait sur le campus? Je ne sais pas. S'ils ne le font pas, vous allez vous-même dans ces centres-là. Et merci de tout ce que vous avez dit. On peut abuser de... Oui, pour parler de l'importance de l'anglais. Je suis francophone, mais d'abord dans mon métier de pilote, à chaque fois que je quitte le Sénégal, tout le monde me parle en anglais. Que ce soit l'espagnol et même le français, avant que je lui dise qu'on peut quand même parler en français après une demi-heure quand j'arrive à Marseille. Mais tout le monde sait que dans l'économie, d'une part, et la science, 80% de la documentation est en anglais. Et quand tu parles de ghetto, il a bien raison, parce que celui qui fait une recherche, il doit faire des échanges. Et je pense que, tout en gardant le français, vraiment, l'ouverture à la technologie, d'une part, aux sciences exactes, c'est d'abord en anglais que ça se passe. Merci. Dans l'armée sénégalaise, lorsque nous avons commencé, vous savez que l'armée sénégalaise est celle qui a pratiquement, à son indépendance, commencé à faire du peacekeeping. Nous nous sommes rendus compte qu'avec les Ghanéens et avec les Nigérians, d'une manière générale, en peacekeeping, la langue de travail a toujours été l'anglais. Qu'est-ce que nous avons fait? Le troisième bureau qui s'occupe d'instruction, on a retapé le langage, le bureau de langue, on a envoyé des gens aux États-Unis et en France, et tous nos officiers travaillent en anglais dans le peacekeeping, dans le monde entier. Merci. Est-ce que je peux donner la dernière parole à ma sœur? C'est la dernière parole. Et puis on peut communiquer après, si on peut. Bonsoir à tous. Oui, c'est ouvert. Vous m'entendez? C'est bon. Alors, je n'ai pas de questions pour toi. Je n'ai pas encore lu le livre parce que c'est en anglais, je suis dans le ghetto, comme ils ont dit. Donc oui, donc j'espère vraiment que la traduction en français se fera très vite et qu'on pourra le lire. Ça c'est d'un. Et de l'autre côté, il faudrait que j'improve my English. Et voilà. Donc en tout cas, ces quelques mots, c'est pour te remercier. Je te remercie au nom de la famille. Tout à l'heure, quand tu as parlé, on était tous émus. On se connaît depuis 20 ans. 20 ans, c'est toute une vie. Je te considère comme ma sœur. Je ne prends pas de gants pour te parler. Je parle de toi, de n'importe quel sujet. Et je te remercie pour la belle personne que tu es. Et voilà. Donc, on te dit qu'on est très fiers de toi. On est extrêmement fiers. Et puis, merci.
Oui, le doyen là, qui est là derrière, oui, oui, d'accord, c'est le dernier. Non, ça va être le dernier. Nous, on respecte le temps vraiment dans ce work-là. Il ne faut pas qu'on dérape comme... C'est le doyen qui sera le dernier. C'est bon, So, okay. Good evening. I have to give honor to English language. So thank you, Miss Emily, Professor Emily. Thank you, Professor Sarah. Thank you about thinking about your book. It gives a history face of women during the war in general, but this facet or this phase is not frequent in the literature or in the history studies. So thank you to shed light in this. My question, I have two questions. My first question is about Morocco. Is if you have the same findings about Moroccan context. My second question is about the access to the archive in Morocco and in French. If you, as a searcher, I'm searching about studies of Caribbean studies. So I have to access to some archives, but I don't know if it's easy or not. Thank you in advance. Thank you so much. Voilà, pour donner les dernières réponses. Ok. Voilà, donc je vais répondre rapidement et puis peut-être après nous pouvons discuter un petit peu plus. Ce que j'ai expérimenté au Maroc, c'était pas très facile d'accéder les archives. Ou même qu'on était en train, en cette époque-là, parce que moi je suis un petit peu vieille maintenant, mais dans cette époque-là, parce que c'était 2008, on était en train de transférer les archives dans le nouveau bâtiment. Donc c'était difficile d'accéder. Mais à cette époque-là, il y avait la source, la bibliothèque de la source, qui n'existe plus. Et moi j'ai consulté ça et c'était très bien. Et aussi, on peut voir les archives en France. Mais bon, nous pouvons parler après, parce qu'il y a un chercheur qui travaille sur les tirailleurs marocains, qui s'appelle Driss Magraoui. Il est à Ifrane. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent sur les tirailleurs marocains ni algériens. Je ne sais pas pourquoi ce sont des tirailleurs sénégalais, mais pas beaucoup les soldats de l'Afrique du Nord. Donc, je vous remercie. C'est l'heure. Vraiment, de tout mon cœur, merci. Il y a des livres. Et les livres sont à vendre. 10 000. Je ne peux pas faire le website, chacun. Donc 10 000. C'est un prix diminué. Ouais. Ouais. On vous invite à Ouakhalé. Ou bien.